Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail et moi où j'ai le plaisir de recevoir Sophie Gourion. Sophie nous parle sans détour de son burn-out qui a tout changé à sa vie pro, de son travail d'autrice féministe et de sa vision du travail. Nous parlons aussi d'agisme, parce que non, à 45 ans on n'est pas trop vieille, du mythe du métier passion, du travail indépendant qui n'est clairement pas fait pour tout le monde et bien sûr de féminisme. Un épisode pour celles et ceux qui pensent qu'il est trop tard pour trouver la vie pro qui leur ressemble. Comme toujours dans cet épisode, pas de conseils prêts à consommer ou d'injonctions, mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire singulière où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Sophie Gourion. Bonjour Sophie, Bonjour Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, très bien, un peu chaudement, mais très bien. Ouais, je crois que toute l'Europe a chaud là en ce moment, même à Amsterdam, ce qui est quand même assez rare. Je vais commencer par te poser la première question que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Mhm. Donc je suis Sophie Gourion, j'ai 52 ans. J'ai deux enfants de 17 et 20 ans. Je suis une femme engagée, libre, en tout cas j'essaye de l'être. Et j'ai besoin de me sentir utile pour avoir envie de me lever le matin. C'est un fort moteur de motivation chez moi. Alors, femme engagée, moi, c'est comme ça que je t'ai connue en fait sur les réseaux. À l'époque où tu publiais, je sais pas si tu publies encore dessus Tout à l'ego, ton blog. Et donc j'avais commencé à te suivre plus ou moins. Après, LinkedIn est monté en puissance, Insta aussi. Donc du coup, je te suivais sur ces deux réseaux. Et ce que j'apprécie toujours beaucoup dans ce que tu publies, c'est qu'il y a toujours à la fois il y a une prise de position, mais derrière il y a une vraie réflexion de, en fait, d'où ça vient, pourquoi les choses se passent comme ça, et dans le concret, qu'est-ce que ça donne, quoi. Et ce que je trouve Mhm. toujours hyper intéressant, parce que souvent on a des postes qui prennent position, mais qui sont pas forcément avec des exemples concrets ou avec du recul sur un certain nombre d'éléments. Donc voilà pourquoi j'apprécie particulièrement de te suivre sur les réseaux et encore plus de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Ah bah écoute, merci, je suis ravie, je suis ravie. Bah écoute, tu fais partie des premières, des fidèles, parce qu'en effet, Tout à l'Ego, je l'ai ouvert en 2011, suite à un burn-out dans lequel j'avais quitté une grosse entreprise de cosmétiques dans laquelle je travaillais depuis 11 ans. Et j'avais vraiment envie de donner du sens à ma carrière, bah, qui a été mise en pause, mais du coup, je me suis posée en me disant, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Là, tu as eu 40 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'écrire. J'ai pas fait d'école de journaliste parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Ils m'avaient toujours dit, c'est un métier trop précaire. Et ils avaient raison d'ailleurs. Mais je me suis dit, voilà, j'ai 2 ans de chômage devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'écrire. Donc j'ai ouvert ce blog en me disant, je vais commencer à écrire sur les sujets marketing et sexisme parce que bah, je venais du marketing, donc je me sentais légitime pour le faire. J'ai pas de master en genre, en études de genre ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment autodidacte. J'ai pas lu j'avais pas lu à l'époque les grandes autrices féministes. Et donc, j'étais vraiment dans une volonté d'expliquer, de moi-même me nourrir et d'être très pédagogique. C'est peut-être ça que tu as ressenti aussi. C'est que vraiment, j'essayais d'être la plus concrète possible parce que moi-même, je découvrais un peu tout ça. J'avais une fibre féministe, mais je savais pas vraiment comment trop la mettre en œuvre. J'ai été déléguée syndicale, donc j'ai vu que les principales victimes de discrimination au travail que j'accompagnais, c'était des femmes. Et donc le truc a commencé un peu à faire son chemin comme ça. Et ça a commencé par la voie du marketing, où j'ai étudié tout ce qui était marketing genré, le gender marketing, à savoir les téléphones pour femmes, les vélos pour femmes, le pain de mie pour femmes. Et je me suis dit, c'est fou, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce marketing où on pourrait se dire juste, c'est un emballage rose, faut pas aller chercher plus loin. Mais en fait,
ça dit beaucoup en fait des stéréotypes de genre qu'on met derrière le masculin et le féminin. Donc j'ai commencé comme ça. À l'époque, c'était avant MeToo, il y avait vraiment peu de blogs qui parlaient de ce sujet-là, ou alors des blogs très 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 militants. Moi, je voulais être un petit peu entre les deux, je voulais être le pont entre le grand public et quand même une parole féministe. Donc je l'ai ouvert au départ juste pour écrire régulièrement, et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. J'ai contacté des rédactions, j'ai pu vendre des piges, j'ai fait ça pendant 2 ans, et puis voilà, c'était hyper intéressant mais compliqué d'en vivre. Et c'est à ce moment-là que Laurence Rossignol, qui était à l'époque sénatrice et qui est passée ministre de l'enfance des droits pardon, enfance, famille et droits des femmes, a été nommée. Et elle lisait mon blog régulièrement. Donc elle m'a contactée sur Twitter pour me dire, bah, est-ce que ça vous dirait de travailler avec moi? Donc à l'époque, j'étais en pleine remise en question en me disant bon bah j'arrête le journalisme et je sais pas ce que je veux faire et donc je lui avais dit bah, je fais une pause et là tout le monde m'a dit mais on dit pas je fais une pause à une ministre qui vient me chercher et donc elle s'est pas démontée, elle m'a dit bah est-ce que ça vous dirait de faire une pause dans votre pause et de travailler pour moi? Je me suis dit mais j'étais avec mes enfants, je me dis mais c'est un fake, c'est pas possible. Donc le lendemain j'avais rendez-vous au ministère et puis une semaine après je commençais au ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, comme quoi un blog, ça peut ouvrir toutes les portes. Ouais, ça pouvait en tout cas. Je sais pas aujourd'hui si ça marche encore comme Non. ça, peut-être, mais c'est vrai que dans les années 2011-12, dans ces eaux-là, peut-être un peu plus, ça marchait encore, le fait d'être visible via un blog. Mais du coup, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, j'ai pas fait d'études de journalisme, mais est-ce que c'était un métier dont tu rêvais petite ou auquel tu as pensé longtemps avant de pouvoir le faire? Oui, alors pas forcément petite, parce que moi petite, je voulais être concierge. J'avais dit à ma mère que parce que je voulais passer ma vie en chaussons et apporter des bonnes nouvelles aux gens. Bon, après elle m'a dit, bah, t'apportes aussi les déclarations d'impôts, donc j'ai dit ok, on va faire autre chose. Mais il y avait déjà le côté chaussons, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la sécurité. Voilà, j'aime avoir mes marques, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans la fonction publique, c'est pour ça que le journalisme même si c'est valorisant, ne m'est pas convenu parce que c'est trop précaire. Du coup, oui, c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis des années. À l'école, on me disait toujours que j'écrivais bien. Et j'avais toujours ce truc derrière la tête de me dire et si, et si, et si. Et je me suis dit, je vais pas rester avec ce regret toute ma vie. Tentons. Voilà. Et j'y suis allée au culot. J'ai commencé par le blog. J'ai proposé des articles à des rédactions sans dire que j'étais pas journaliste. En fait, j'y suis allée au culot. J'ai proposé des trucs, des papiers. Ça a marché. Mais ça reste très précaire et encore plus quand j'ai arrêté de le faire parce que il faisait plus appel à des pigistes, il faisait appel à des stagiaires et maintenant j'imagine qu'avec l'IA ça doit être encore pire. Hmm. Et du coup, tu es devenue journaliste après un burn-out, c'est ça? Donc l'entreprise dans laquelle tu étais, tu l'as quittée à cause du burn-out, j'imagine? Ouais, à cause du burn-out, mais finalement, moi ça faisait 11 ans que j'y étais, j'évoluais plus et je m'étais dit, ah là là, il va falloir que je bouge, mais en même temps c'était une prison dorée parce qu'on était très bien payé, c'est une entreprise florissante, très glamour. Et du coup, c'est dur de se dire je vais m'en aller après 11 ans. Et en même temps, je crois que ça a été le meilleur cadeau. Alors ça fait très storytelling LinkedIn de dire ça. Mon burn-out a été un cadeau. Je suis passée par des états lamentables où vraiment j'ai fait une vraie dépression. Donc c'est très facile de dire que c'est un cadeau maintenant. Pour autant, je pense que sinon j'y serais encore et je serais aigrie à me dire voilà, je suis passée à côté de ma vie pro, peut-être que j'aurais été heureuse ailleurs. Donc sur le coup, ça a été hyper douloureux. En 2011, on ne parlait pas trop du burn-out. Ou en tout cas, moi, les RH m'avaient fait comprendre que j'avais été fragile et tout. Donc, on était beaucoup dans la culpabilisation de la personne fragile. Maintenant, ça a un peu changé. Mais finalement, avec le recul, je pense que j'aurais pas fait toutes ces reconversions, parce que j'en ai fait quand même deux depuis, et je serais pas là aujourd'hui à être à ma place, en fait. Et donc, tu dis que tu as fait deux reconversions. Donc, il y a eu l'étape journalisme. Ensuite, tu es passé donc, au ministère. C'est ça. Et ça a duré combien de temps? Et qu'est-ce que tu faisais du coup au ministère? Alors au ministère, j'y suis restée 16 mois. Donc je suis rentrée, j'ai été chargée de mission communication. Donc je suis arrivée presque le lendemain de la nomination de la ministre. Il y avait Marlène Schiappa qui travaillait avec moi, qui avait le même poste. Donc on est arrivés en même temps, c'était surréaliste. Les gens du ministère nous ont dit, ah, voilà les blogueuses. Donc je leur disais oui. Enfin oui, j'ai un blog, mais je me résume pas à ça. J'ai une vie pro derrière. Donc au début, ça a été un peu dur à admettre. Ben voilà, on n'avait pas fait Sciences Po toutes les deux, on n'était pas énarques, enfin voilà, on était un peu des électrons libres. Elle a eu quand même la curiosité de nous prendre alors qu'on n'était pas dans les cases toutes les deux.
Et donc, moi, je suis arrivée, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais, je sais pas trop, on verra. Et là aussi, j'ai la chance d'avoir le champ complètement libre. Donc, au départ, je gérais les réseaux sociaux du ministère, parce que la ministre ne voulait pas qu'on gère ses propres réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment ceux du ministère. Du coup, je travaillais beaucoup avec l'administration, donc l'administration de la direction de la communication, qui, eux, restent, peu importe les changements de gouvernement. Voilà, donc je travaillais avec eux. Ça, c'était au début. J'accompagnais la ministre sur les événements. Je préparais aussi avec elle les entretiens, les interviews. Et puis ensuite, elle a lancé une grande campagne de sensibilisation et d'action contre le sexisme qui s'appelait Sexisme pas notre genre. Et là, pour le coup, ça a été un événement d'une très très grande ampleur parce que l'idée, c'était déjà de porter dans la sphère publique le mot sexisme. Parce que à cette époque-là, en 2016, il n'y avait pas eu MeToo. Moi, on m'avait dit, oulala, mettre sexisme dans un nom de campagne, ça va être risqué, ça va crisper les gens. Ben non, enfin, voilà, l'idée, c'est que c'est pas un gros mot et qu'il faut en parler. Donc pendant un an et demi, on a porté cette belle campagne avec plus de 400 associations, avec des personnalités, avec des politiques, avec une mise en valeur d'initiatives sur tout le territoire. Et du coup, moi, j'ai été en charge de coordonner tout ce dispositif-là. Et donc, alors ensuite, j'ai pu évoluer vers la fonction de conseillère en communication de la ministre, qui est encore une étape au-dessus. Et j'ai été très fière de pouvoir le faire en 16 mois, parce que finalement, 16 mois, c'est un temps très court. Et il y a une espèce d'urgence quand on est dans un ministère de se dire, mais vite, et le temps ministériel n'est pas celui du temps militant. Moi, ça m'a un peu choquée, c'est-à-dire que moi, avec un blog, un hashtag, paf, paf, je pouvais mettre en œuvre des trucs dans la seconde. Le temps ministériel, c'est bien plus long. Donc, il faut s'adapter sur ce tempo-là, tout en se disant, notre temps est compté, il faut qu'on fasse avancer les choses. Donc, c'est un peu ce tiraillement-là qui est étrange à vivre. Hmm, ok. Et du coup, cette mission, elle a pris fin, parce que moi, en 2016, j'étais déjà plus en France, donc je sais plus ce qui s'est passé exactement. Elle a pris fin en juin 2017. Ah ouais, ok. Donc de Hmm, mars 2016 à juin 2017. hmm, ok. Ouais, donc là, je situe les élections et tout ça, ça va. C'est ça. Et du coup, après, comment tu rebondis? Parce que c'est une expérience extraordinaire au sens où il n'y en a pas beaucoup comme ça dans une vie, en fait. Donc, comment tu rebondis après cette expérience-là? Alors déjà, je me dis, je vais me laisser un peu de temps parce que c'est vraiment une expérience, comme tu dis, extraordinaire dans tous les sens du terme. C'est un peu une machine à laver en mode essorage. Honnêtement, c'est plus qu'un travail, c'est quelque chose qui habite et je comprends que les politiques soit un peu des extraterrestres dans le sens où une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de revenir à la vie civile. Moi, ça m'allait très bien parce que je savais que c'était une parenthèse et que je l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre en fait. Hmm, Et que par la suite, on m'a appelé pour rejoindre un autre cabinet et j'ai refusé parce que voilà, c'était Laurence Rossignol, c'était quelqu'un qui était aligné avec ses convictions et j'y serais pas allée autrement. Donc je savais à la base que c'était une parenthèse. Ce que j'avais pas mesuré, c'est que derrière, tout allait s'arrêter d'un coup en fait. Et je me suis dit, j'ai rencontré tellement de gens pendant cette expérience que forcément derrière, je vais pouvoir rebondir, ce qui n'a pas été du tout le cas. Parce que du coup, quand ça s'est terminé, j'avais un peu plus de 45 ans. Et quand j'ai commencé à chercher dans la communication, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais trop vieille, à 45 ans. Et ça a été un peu un électrochoc parce que moi déjà je me sentais vraiment bien dans mes baskets à cette période-là et que à 25 ans on m'avait dit t'es trop jeune, à 30 ans on m'a dit vous allez faire des enfants, à 35 vous avez fait vos enfants donc maintenant vous allez vous en occuper. Et puis à 45 mes enfants sont grands, ont plus besoin de moi. Moi ça y est, j'ai plus que moi à gérer et je peux être enfin égoïste et c'est là où on me dit non, c'est trop âgé. Enfin, on me l'a pas dit exactement comme ça. On m'a dit on a préféré une junior. Bon. Donc, au bout d'une lettre, 10 lettres, 50 lettres, on se dit OK. Et puis finalement, ça a duré 2 ans, quand même. 2 ans de chômage où je n'avais que des réponses négatives ou parfois pas de réponse du tout, en fait. Et moi, je voulais aller vers des choses qui avaient du sens. Je voulais pas revenir dans le marketing pur et dur pour vendre, je sais pas, des pneus ou des machines agricoles. Enfin, vraiment, je voulais quelque chose qui ait du sens pour moi. Et je me suis heurtée à des murs pendant 2 ans. Et en fait, au début, on se dit on va profiter, on profite de rien du tout en fait. Quand on est comme ça, seul à la maison, que tout le monde va bosser, que les enfants sont à l'école et que le mari est parti,
Je profitais plus de rien du tout. En fait, j'avais cette espèce d'angoisse qui me prenait à la gorge en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Ça a duré 2 ans. J'ai fait une grosse dépression, encore une fois, parce que je me suis dit, ça y est, je suis à jeter à la poubelle. Alors que là, je suis dans la fleur de l'âge, j'ai pleine d'énergie, je suis pleine d'énergie, je suis confiante et on veut plus de moi. Voilà. Et du coup, j'avais vu passer une annonce pour être assistante dans un cabinet qui faisait des bilans de compétences. Et donc, la fondatrice de ce cabinet, qui s'appelle Garance Hiverneau, me suivait sur Twitter. Et quand j'ai vu passer l'annonce, je lui ai écrit en disant, bah, écoute, Garance, j'ai vu passer cette annonce. Je vais postuler. Ok, c'est peut-être pas le boulot de ma vie, être assistant de formation, mais moi, je suis prête à repartir par ça parce que je sais que ça a du sens. Donc, elle m'a dit non, franchement, pour le coup, là, pour le coup, on cherche vraiment quelqu'un de junior, mais rencontrons-nous. Donc, je suis allée la voir. Il pleuvait à torrent ce jour-là, j'avais pas de parapluie, je suis arrivée trempée des pieds à la tête. Elle a pris le temps de me recevoir. Et elle m'a parlé de son cabinet de bilan. Alors pour moi, les bilans de compétences, c'était du pipeau total, parce que j'en avais fait un avec France Travail, enfin Pôle emploi à l'époque. En gros, on était 10 dans une salle. Le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est pourquoi vous avez démissionné? Et c'était vraiment pas le moment de le faire. Voilà, donc déjà, ça commençait bien. On était dans une salle à 10 à remplir des tests de personnalité. Bref, ça ne m'a servi à rien. Et pour moi, c'était ça les bilans. Et en fait, elle m'a expliqué, elle, sa façon de faire des bilans pour les femmes uniquement. Et là, je me suis dit, mais là, je suis à ma place, c'est ça que je veux faire. Sauf que j'avais pas du tout de formation pour ça. Je viens du marketing, je viens de la com. J'ai pas fait de RH. Alors oui, j'écoute bien les gens, mais ça suffit pas. Et du coup, elle me dit qu'elle propose une formation en 2 mois et demi pour devenir consultante en gestion de carrière et que derrière, elle peut me prendre en tant que freelance. Et là, pareil, je réfléchis pas, je me dis, ok, c'est ça que je veux faire, j'y vais, je me pose pas 36 000 questions. Et puis pareil, 10 jours après, je commence cette formation. Là, je suis vraiment à ma place, même si c'est énormément de choses à assimiler. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on sait tous écouter, qu'on saura tous donner des conseils de carrière, mais c'est un vrai métier en fait. Et je l'ai exercé pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, chaque jour, je continuais à apprendre. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux femmes qui veulent se lancer dans le coaching, la gestion de carrière, c'est un vrai métier, c'est un métier ingrat, c'est un métier difficile, surtout quand on est à son compte. On entend la souffrance des gens, mais on n'est pas là pour le faire à leur place. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et vraiment, ça a été un métier formidable, un métier usant, comme tous les métiers, on va dire, à dominance féminine, hein, parce que on va dire 90% des femmes qui font ça, des personnes qui font ça, c'est des femmes. 70% des personnes qui font des bilans, c'est des femmes. Et on va dire 90% des consultantes, c'est des femmes. Donc forcément, c'est des métiers d'écoute, de care, c'est passionnant, mais c'est usant, surtout que moi j'ai accompagné forcément beaucoup de femmes qui étaient en souffrance psychologique, en souffrance au travail, donc il faut savoir les remotiver, leur redonner remettre le pied à l'étrier et aussi construire un projet pro. On n'est pas juste là pour s'écouter. Donc c'était passionnant, mais on va dire faire ça sur le long terme, en one-to-one comme c'était le cas, en plus en visio après le Covid, ça ne peut durer qu'un temps. Ou alors on s'use et on le fait moins bien et on écoute moins bien. Et moi, c'était pas ma perception du métier. Mm. Et donc, en fait, ça, tu l'as arrêté parce que justement, tu sentais que tu étais usée par l'exercice ou Vraiment, parce que bon, peut-être que j'y mettais trop de moi aussi, parce qu'on m'a souvent dit, tu donnes trop, il faut mettre davantage de barrières avec les femmes que tu accompagnes. Alors peut-être que je donnais trop, mais j'ai pas réussi à trouver ce juste milieu-là, et c'est aussi pour ça qu'on m'appréciait, c'est aussi pour ça que, voilà, moi j'ai arrêté en 2022. 3 ans après, j'ai encore des femmes avec qui j'écris et je converse peut-être presque tous les jours, des femmes que j'ai accompagnées, qui me suivent, qui m'écrivent, je sais où elles en sont aujourd'hui. C'est vrai qu'on a noué un lien, peut-être qui n'est pas un lien très conventionnel. Alors peut-être que ça sortait un peu du cadre, mais moi je me voyais pas faire ça en m'économisant en fait. Je pense que c'est le problème des métiers passion, parce que pour moi, c'était vraiment une passion. Et comme tous les métiers créatifs, tu le sais, toi aussi, tu es dans la gestion de carrière. Enfin, tu sais que c'est des métiers humains. En fait, moi, j'éteignais mon ordi, mais j'avais encore la tête qui pensait aux femmes que j'accompagnais. Je voyais une pub, bah tiens, ça me fait penser à elle. J'étais très contente, mais en fait, je n'arrivais plus à mettre de limite entre mon métier et ce que je faisais. Et même le week-end, je parlais que de ça à ma famille. Enfin, ils me disaient, oui, bah, enfin, c'est bon, enfin, c'est sympa, mais stop. Donc, ça me dévorait comme une passion dévorante, mais en même temps, ça dure qu'un temps. Mm. Et donc après, quelle a été l'étape d'après l'accompagnement des femmes?
Alors l'étape d'après, bah vraiment, je me suis vraiment, on peut dire, épuisée psychologiquement et physiquement. Donc j'étais obligée de m'arrêter d'un coup sec parce que je me suis dit sinon je vais laisser traîner. Et je me suis dit bon, voilà, j'aime l'accompagnement des femmes, mais être à mon compte, ça ne m'allait pas. Je pense qu'il faut aussi dire ça aux femmes. Tout le monde n'est pas fait pour être à son compte. Parce qu'on nous vend ça comme l'Eldorado de ah, vous savez pas quoi faire, vous avez 40 ans, 45 ans, mettez-vous à votre compte. Non, moi c'était vraiment une solution de repli que je savais temporaire. Mettre à son compte, ça veut dire avoir la pression du chiffre d'affaires, ça veut dire faire sa com. Et ça, on l'a pas forcément en tête. Il faut être très bonne en com et il faut jamais rien lâcher. Et moi, mon angoisse, c'était de me dire, si jamais je tombe malade, on va m'oublier en fait. C'était un truc, ça me traumatisait de me dire, si j'ai un accident de la vie, on va m'oublier. Parce qu'en fait, 100% des personnes avec qui je faisais des bilans, c'était des gens qui m'avaient vu sur les réseaux. Et donc, quand j'allais moins bien psychologiquement et que j'arrêtais, je voyais que tout s'arrêtait. Et ça m'a mis une pression d'enfer. Donc, je me suis dit, je veux retourner au salariat. Voilà, c'est ce qui me correspond. Et du coup, bah, j'ai cherché, je suis tombée sur une annonce d'une association qui s'appelle Décodeuse et qui forme les femmes des quartiers prioritaires de la ville au métier du numérique. Et je me suis dit, bah voilà, ça, c'est aussi un projet qui me fait rêver. Et donc, ils cherchaient une responsable de l'insertion professionnelle, donc une personne qui allait accompagner ces promotions de femmes vers des stages, vers des métiers, qui allait les coacher, qui allait les encadrer, les soutenir. Voilà. Donc, sur le papier, c'était une très belle expérience. Après, le milieu associatif est très, très difficile, voilà, pour plein de raisons différentes. Financièrement, humainement, c'est compliqué. Donc, je l'ai fait pendant un an avec des femmes formidables que j'ai accompagnées, mais là aussi, dans des conditions de travail qui étaient quand même malgré tout difficiles, même si c'était encore quelque chose qui m'animait. Le milieu associatif étant ce qu'il est, c'est aussi pas une expérience qui peut durer sur le très long terme si on ne veut pas s'user vraiment. Et donc là, ça m'a amené à la prochaine étape. Ouais. Et du coup, ces femmes, tu les aidais dans le sens où toi, tu développais des contacts avec les entreprises pour pouvoir faciliter leur insertion? C'est ça. Alors moi, j'étais en contact avec des grosses entreprises qui, alors, soit faisaient du mécénat de compétences, c'est-à-dire bah, les accompagner aussi bien sur les sujets techniques, parce qu'il y avait des développeuses web, il y avait des analystes en cybersécurité, mais aussi sur, par exemple, du job dating, de l'accompagnement sur les CV. Donc moi, je faisais cette mise en relation. J'aidais, en fait, je faisais 6 ateliers sur les 6 mois où bah, c'était confiance en soi, recherche d'emploi, préparation d'entretien pour accompagner ces femmes. Quand elles étaient en stage, bah, je maintenais le lien avec elles, je m'assurais que tout se passait bien. Je les évaluais également au niveau savoir-être, préparation aux entretiens. Et puis, il y avait tout un cachet, une face cachée un peu plus invisible qui était le soutien moral, parce que souvent, c'était des femmes qui aussi étaient victimes de violences, aussi des mamans solo, qui cumulaient, on va dire, les difficultés. Donc, c'était des femmes des quartiers populaires, des femmes racisées. Il y en avait certaines, par exemple, qui portaient le voile. Donc là, c'était aussi bah, une difficulté supplémentaire. Alors, une femme racisés qui portent le voile dans le milieu de la tech, autant te dire que là, on rajoute des difficultés plus. Et mon rôle, c'était pas de faire à leur place, mais d'essayer de leur ouvrir des portes. Et une fois qu'elles y étaient, il n'y avait pas de problème. Mais parfois, c'est juste ouvrir la porte et faire tomber des préjugés. Et une fois qu'elles étaient en place, il n'y avait aucun souci. Voilà. Donc, mon idée, c'était de faciliter cette étape-là. Elles avaient toutes un énorme potentiel, plein de femmes qui s'étaient arrêtées pour élever leurs enfants, qui avaient l'impression qu'elles n'avaient rien fait. Et moi, mon but, c'était aussi de valoriser ça. Il y en a une, je l'ai aidée à faire un CV qui m'a dit, bah voilà, moi, je mets rien parce que je me suis arrêtée 10 ans. Bah non. Tu vas mettre tes capacités, tes compétences organisationnelles, tu as fait de la logistique, tu as géré du budget, tu as fait preuve de patience. Et en fait, bah, ça a tapé dans l'œil d'un recruteur qui a dit, bah écoutez, une femme qui a dit, écoutez, je trouve ça génial cette idée d'avoir valorisé ça. C'est des petites choses sur le papier, mais elles m'ont dit après coup, ça a été l'étincelle en fait qui nous a ouvert des portes, qui nous a nous débloqué de l'intérieur. Et c'est vrai qu'en 6 mois, entre la personne qui arrivait et la personne qui partait, c'était plus les mêmes, même en termes de posture, de parole, c'était plus les mêmes personnes, c'est fou. Mm. Et je voulais revenir sur un truc que tu as dit sur les métiers passion qui usent, et aussi sur d'ailleurs sur le monde associatif, parce que c'est souvent une espèce de saint Graal quand on accompagne et spécifiquement des femmes en période de reconversion, où elles disent, moi je veux trouver ma passion.
et où elles disent, je veux un truc qui ait du sens, et quand on parle sens, on parle ONG, association, associatif, etc. Avec tout ce que ça... Alors du côté passion, il y a le côté, ben, on se consume, hein, on y laisse beaucoup de soi parce que c'est la définition même du mot passion en fait. Et puis dans le monde associatif, il y a le côté, ben, encore une fois, un métier du care où on donne énormément de soi finalement. Et est-ce que c'est reconnu, est-ce que c'est pas reconnu, est-ce que c'est reconnu à sa juste valeur, est-ce que l'organisation tient la route derrière et tout. Donc c'est vraiment intéressant en fait que tu aies ces deux expériences et que tu puisses le dire comme ça parce que c'est quelque chose que peu de gens disent. C'est difficile de dire j'avais un métier passion, et je l'ai lâché parce qu'il m'a usé en fait. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. C'est très juste. Vraiment, je te salue pour ça parce que c'est ce que j'arrêtais pas de dire aux femmes. Alors, en effet, quand elles arrivaient, elles voulaient un métier qui ait du sens et donc c'était souvent chambre d'hôte ou travailler dans l'associatif. Bon, parce qu'on entend beaucoup parler et aussi les reconversions. Ce que tu dis est intéressant. C'est-à-dire que bon, moi, je me suis reconvertie 2 fois. Honnêtement, si j'avais pu m'en passer, je l'aurais fait. C'était pas une volonté parce que c'est aussi fatigant de se reconvertir. Mais en fait, elles arrivaient toutes presque avec volonté de travailler dans une ONG, se reconvertir. Et finalement, la reconversion, c'était, on va dire, 5% des femmes, 5% des femmes que j'accompagnais. Il y a ce mythe de l'ONG qui va nous sauver, qui va nous aider à nous lever le matin et tout. Sauf que souvent, dans ces structures, c'est une ambiance toxique parce qu'on joue sur la fibre de c'est un métier passion, tu sais pourquoi tu es là, il y en a 10 derrière qui attendent, machin. C'est des métiers qui sont mal payés, c'est des métiers où on n'a pas les moyens et que du coup on est obligé de faire 3 fois plus avec 3 fois moins. Et que finalement, le sens, on le trouve partout. C'est-à-dire que je dois connaître la parabole du casseur de pierre. Bon, c'est un truc un peu classique mais que tout le monde ne connaît pas, donc je vais en parler. C'est quelqu'un qui voit un casseur de pierre, lui dit bah, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah, moi, je casse des cailloux, voilà, c'est mon métier, je passe ma journée à casser des cailloux. Bon. Et il voit un autre monsieur un peu plus loin qui fait exactement la même chose, mais qui a un sourire complètement illuminé et qui a l'air complètement invité. Il lui dit bah, et vous, alors vous faites quoi? Vous cassez des cailloux? Et il lui dit non, moi je construis des cathédrales. Bon, c'est un peu cucu comme anecdote, mais en fait le sens on le trouve pas forcément là où on pense. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui passe ses journées à peindre une clôture, on peut se dire ah là là, le pauvre homme, c'est un métier manuel pas intéressant. Mais lui, je suis sûre qu'il a la sensation le matin de se lever en se disant bah, je rends la ville plus belle en fait. Et donc le sens, on peut très bien avoir une vision stéréotypée du sens et chacun a son propre sens en fait. C'est-à-dire que le sens pour quelqu'un, le sens c'est gagner de l'argent par exemple. Ça a l'air complètement dingo, mais le Ouais, et sens c'est c'est un moyen complètement de légitime en motivation. plus. C'est C'est ça. complètement légitime de dire, bah, moi, le sens de je me lève le matin, c'est parce que je gagne ma vie, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une interprétation super, je sais pas, gratifiante, alors que, ben, en fait, gagner sa vie, faire vivre sa famille, si on a une famille, bah, c'est hyper gratifiant, en fait. Exactement. Et puis tu peux vouloir te dire, je veux gagner de l'argent pour profiter de mon temps libre, pour m'offrir à moi des moments de qualité, parce que le travail, bon voilà, ça me prend beaucoup de temps, mais à côté, j'ai envie d'avoir une vie sympa. Tu peux aussi avoir envie de gagner de l'argent parce que bah, toi-même, t'en as manqué quand t'es... Enfin, il y a plein de raisons différentes, mais c'est vrai que ce sens, on lui attribue une valeur morale, en fait. Comme si avoir du sens, c'est forcément sauver les autres. Et tu disais, étrangement, évidemment, c'est ironique, les métiers qui ont du sens, ce sont des métiers féminins, donc les métiers du care, infirmière, voilà, tout ce qui est les métiers de l'accompagnement, accompagnement aussi dans tous les hôpitaux, services gériatrie, tous les métiers de la propreté, tout ça, c'est des métiers féminins. Les métiers du care, l'enseignement, aussi un métier très passion, mais c'est des métiers qui sont très précaires, qui sont pas reconnus financièrement et qui sont pas reconnus par la société et on se dit n'importe qui pourrait le faire. Ça, c'est vraiment la grande constante des métiers dits féminins. Et c'est intéressant parce que justement, moi j'ai travaillé dans le numérique et ce que peu de gens savent, c'est qu'à la base, le numérique, c'était un métier de femme. C'est-à-dire qu'on estimait que c'était un métier de secrétaire plus qui devait taper, qui devait saisir des trucs dans un ordinateur, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Quand les hommes se sont rendus compte que finalement, il y avait peut-être un enjeu stratégique derrière ça et du pouvoir et de l'argent à se faire, bah, les femmes ont été éjectées. Et c'est les hommes, en fait, qui ont repris la main sur ça. Mais par exemple, l'inventrice du GPS, par exemple, c'est une femme. Ada Lovelace, c'est la femme qui a inventé le code. Enfin, tout ça, on l'a invisibilisé. Mais
Moi, j'aime bien souvent dire que on mesure un taux de précarité d'un métier, d'un secteur, d'une filière au nombre de femmes qui la composent. Mm. Ouais. Et c'est vrai que dans les reconversions, surtout quand on travaille avec un public féminin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens qui est mis dans les métiers du care de manière générale. Et tu citais tout à l'heure certains métiers, mais il y a aussi les femmes qui veulent se reconvertir pour devenir coach. Donc elles vont voir des coachs pour devenir coach. Et t'as l'impression que et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur à partir d'un certain âge, pour une femme, ce qu'on va lui proposer, c'est de devenir indépendante, travailler en tant qu'indépendante, parce que finalement, bah, elle était trop jeune, après elle était trop en risque d'avoir des enfants vus par l'entreprise, et après à 40-45 ans, elle devient trop vieille. Et donc du coup, il y a une espèce de d'outsourcing pour l'entreprise de toute cette tranche d'âge sur la fin de carrière là. Bah, plutôt que de gérer la fin de carrière des femmes, on va leur proposer de devenir indépendantes. Et ça sera vachement plus simple pour tout le monde. Elles deviendront coach, elles prendront soin, bah, entre autres, des enfants, des femmes qui vont travailler, par exemple. Donc, finalement, c'est un cycle qui s'entretient très bien lui-même. Ça fonctionne très, très bien comme ça, quoi. Complètement, complètement. Déjà, ça déresponsabilise les entreprises. On nous vend ça comme du rêve, alors que j'ai plus les chiffres en tête, mais les revenus moyens d'un auto-entrepreneur, ça vole vraiment pas haut, hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais je me demande si c'est pas 300 euros. Enfin, ça sera à vérifier, mais vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, moi, quand je cherchais du travail, on me disait, enfin, j'ai vu plein de gens qui me proposaient des trucs. Là, il y a plein de choses. Il y a des trucs sur, alors, le marketing par réseau, ça s'appelle. Avant, on appelait ça Tupperware, machin. Maintenant, c'est le marketing par réseau, le marketing de réseau. Et j'aime bien parce que bon, évidemment, c'est que des femmes. Ils nous vendent ça comme un revenu d'appoint. Et je me dis, mais est-ce que on vendrait un truc comme ça à un homme en disant c'est un revenu d'appoint? Un homme dirait pas, mais moi je veux pas besoin de miettes en fait, je veux pas un revenu d'appoint, je veux bien gagner ma vie. Et on nous vend ça, alors on nous vend ça comme un Eldorado, le revenu d'appoint. C'est là où on se dit, bah dis donc, la barre est vraiment basse. C'est-à-dire que on se dit, bah c'est mieux que rien en fait, un petit revenu d'appoint, tu gagnes 100 euros, 200 euros par ici, voilà, tu payes des cotisations sociales, autant dire que c'est rien du tout. Mais ça occupe, ça t'occupe, et puis ça te fait sortir des chiffres du chômage. Et puis comme tu dis, il y a aussi quand même tout un business autour du coaching que j'ai vu, moi, où on se forme, et puis on coach d'autres femmes. Et ensuite, on les forme pour qu'elles-mêmes, elles deviennent coach. Enfin, il y a tout un business horrible là-dedans. Et moi, quand il y a des personnes qui m'appellent pour faire des enquêtes métiers, je suis très, très cash là-dessus, en me disant, on ne vit pas de ça. Même le bilan de compétences. Et puis le bilan de compétences, ça va être de pire en pire, hein. Vu l'État qui se désengage de plus en plus du CPF, euh, moi-même en bossant presque à temps complet, je vivotais en fait. C'est pas des métiers où on peut vivre décemment. Donc moi, je suis très transparente là-dessus. Je pense que l'auto-entrepreneuriat, ça peut être éventuellement un entre-deux en attendant de trouver du travail. Mais à part une poignée de femmes qui gagnent leur vie extrêmement bien et qui inondent les réseaux sociaux en faisant croire que tout le monde peut être millionnaire en postant 3 photos sur Insta, ou tout le monde peut faire des chiffres d'affaires à 10 euros en postant 3 trucs sur Insta. Non, 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 non. C'est une infime partie. C'est comme les gens, comme les auteurs, les autrices. Si on a 10 qui gagnent leur vie en France, c'est bien, mais en fait non. Pareil, quand on est auteur, autrice, c'est un à côté, mais c'est pas possible d'en vivre non plus. Et alors dans la littérature jeunesse encore moins. Et comme par hasard, c'est là où il y a le plus de femmes. Ouais, et donc justement, bah, on va commencer à aborder le thème de la littérature. Donc, t'es autrice d'un livre jeunesse jusqu'à maintenant ou de plusieurs? Oui, alors là j'ai écrit un livre jeunesse qui est sorti en 2019 qui s'appelle Les filles et les garçons peuvent le faire aussi. Qui est un album recto verso pour les 3-6 ans et qui déconstruit les stéréotypes de genre. Et en gros, à chaque fois, il y a un côté garçon, un côté fille. C'est une double page. Tu peux aimer le rose, tu peux aimer le bleu, tu peux aimer de la danse classique comme le karaté. Voilà, c'est vraiment pour les tout petits. Et pareil, en 2019, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le sujet. Maintenant, voilà, la littérature jeunesse est envahie, et tant mieux de ce genre de problématiques. Et en fait, je vais sortir 3 livres là dans un temps réduit. Donc un livre en novembre prochain qui s'appelle Cap sur vous, stratégie féministe pour une carrière choisie. Où là, c'est vraiment un livre. Alors, c'est pas du développement personnel, vraiment pas, parce que je déteste ce genre de bouquin. On va dire que c'est un livre bah, pour trouver sa place au travail, pas forcément en se reconvertissant. Mais l'idée du livre, surtout, c'est pas juste de dire aux femmes, mesdames, osez, allez-y, c'est plutôt de dire, voilà ce que vous pouvez faire, mais voilà les freins systémiques auxquels vous allez vous confronter.
Même si vous sentez ultra compétente, vous dire simplement dépasser le syndrome de l'imposteur, ça suffit pas parce qu'en face de vous, vous aurez des gens qui auront une présomption d'incompétence vis-à-vis de vous. Vous aurez des gens vis-à-vis de qui vous allez devoir vous montrer 3 fois plus compétente qu'un homme pour montrer que vous êtes à votre place. Donc l'idée, c'est de donner des conseils et de faire une sorte de bilan de compétences, mais à chaque fois en recontextualisant ça avec en fait un phénomène beaucoup plus structurel, plutôt que de rester dans l'individuel comme sont en général les livres des carrières des femmes, où c'est Mesdames, osez, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, brisez le plafond de verre. Bah, ça se saurait en fait. C'est pas juste une question de volonté individuelle. Pour autant, l'idée, c'est pas d'être fataliste en disant de toute façon, c'est un sexisme systémique, on peut rien faire. C'est de dire voilà les outils que je vous donne. Il y aura ça comme difficulté, on va pas les mettre sous le tapis, mais moi, je vous donne ces outils-là. Et en fait, c'est vraiment la méthode que j'avais moi avec mes clientes, avec la centaine de femmes que j'ai accompagnées. Donc, c'est une méthode qui marche. L'idée, c'est pas de se dire qu'en refermant le livre, vous allez vous reconvertir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez pas la même. C'est un vrai livre de transformation. Alors, à chaque fois, on me dit, waouh, tu vends hyper bien ta soupe. Bah oui, parce que déjà, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur une centaine de femmes. Et autant 99% des bouquins de carrière que j'ai lus, ou de coaching, ou de développement personnel, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, autant, du coup, je sais ce que je voulais pas lire. Je veux un truc qui serve au quotidien. Donc, dedans, tu as un jeu de cartes des 100 métiers, t'as des trucs hyper concrets en fait, où quand tu fermes le livre, tu te dis, allez, ok, j'ai peut-être pas changé de boulot, j'ai peut-être pas tout plaqué, je suis peut-être pas allée élever des chefs dans le Larzac, mais je suis plus la même. Et en tout cas, j'ai pris du temps pour moi, parce que c'est ça le vrai luxe quand on est une femme. C'est que quand je faisais les bilans, je me disais, ah là là, mais ça va être compliqué de caser 1 heure et demie tous les 15 jours dans mon agenda. Ben si, en fait, vous allez le faire. Et c'est pour ça que dès la première séance, on calait les 6 séances. Et on le trouve le temps, en fait. Il faut se l'accorder, et il faut aussi dire aux autres, voilà, c'est mon temps. Et ce livre, c'est ça, c'est un temps que vont prendre les femmes pour juste penser à se dire, euh, c'est quoi mes valeurs? Est-ce que je suis bien au travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas dans ma vie? Est-ce que dans ce gros camembert de la vie, entre la famille, le sport, les amis, le travail, est-ce que ce camembert, il me convient? S'il ne me convient pas, comment je peux faire pour le rééquilibrer? Enfin, des questions qui peuvent paraître toutes bêtes et que peut-être les hommes se posent beaucoup plus que nous, mais déjà, rien que le fait de se poser et de se dire ça, moi je sais que les femmes me disaient, mais déjà, je me suis jamais posé ces questions et dans un parcours scolaire, à aucun moment on nous pose ces questions. On est dans une espèce de rail qu'il faut suivre bêtement, savoir à 10 ans ce qu'on va faire pendant 50 ans. Ce petit temps-là, je trouve qu'on devrait tous l'avoir au collège, par exemple. On l'a pas. Donc, c'est le moyen de se rattraper. Et moi, j'ai accompagné des femmes qui avaient 25 ans, 30 ans, et qui déjà disaient, je veux pas de cette vie-là, en fait. C'est plus des femmes qui, à 40, 50 ans, se réveillent. Ça commence très jeune. Mm. Et du coup, c'est un livre qui va se présenter comme un guide avec des étapes à suivre dans l'ordre. Tu Ouais. rentres dans le livre d'un côté, tu suis les étapes les unes après les autres. C'est ça, c'est vraiment. Alors, c'est un parcours qui est très structuré en 5 étapes, mais après, chaque chapitre, c'est un peu un mélange de plusieurs. Bon, tu as des exercices très concrets à faire, donc c'est un peu scolaire, mais il faut les faire, c'est vraiment ça qui marche. Tu as des conseils de coach, donc par chapitre, j'ai interviewé à chaque fois, enfin, j'ai repris un conseil d'une coach que j'apprécie. Parmi toute la nuit de coach bullshit, j'en ai retenu 5. Donc, et à chaque fois, un conseil d'une coach. Il y a le témoignage d'une femme, alors inspirante, j'aime pas ce terme, mais en gros, elles l'ont fait. En gros, elles se sont reconverties, voilà. Donc, c'est 5 femmes que je connais personnellement et que dont le parcours m'inspire. Et puis, tu as une petite rubrique qui s'appelle Entre nous, où là, au départ, je l'avais pensé un peu comme un podcast, mais c'était un peu compliqué au niveau technique. Donc, c'est un peu une respiration de, allez, on prend un plaid, on se prend un chocolat chaud et on parle d'un thème en particulier. Et j'ai une interview d'une personne que j'ai accompagnée, d'une femme que j'ai accompagnée, aussi bien chez Décodeuse que quand je faisais des bilans, voilà. Donc on a un peu tout ce panorama-là d'exercices, de témoignages, de moments un peu de réflexion. J'ai essayé d'alterner ça pour que justement ça soit pas trop linéaire et que on puisse au sein d'un chapitre choisir de commencer par quelque chose plutôt qu'un autre exercice. Mais le parcours chronologique est important parce que chaque étape, en fait, est nécessaire et s'articule avec une autre. Voilà. Mm. Et tu disais tout à l'heure que tu allais sortir 3 livres. Alors ça en fait un, les deux autres, ça sera quoi? Alors, les deux autres, c'est des albums jeunesse qui vont sortir en 2026. Donc, il y en a un qui s'appelle Sacré Maman. Donc, c'est l'histoire, je la fais courte, c'est l'histoire d'une petite fille
qui se confie à son grand-père en disant: Oh là là, maman est trop sévère, elle m'a encore punie, j'en ai assez. Elle me dit que toutes les petites filles doivent être sages et pourtant elle punit pas mon petit frère de la même façon quand il fait des bêtises. Et le grand-père explique en fait à chaque fois toutes les bêtises que sa mère a faites quand elle était petite. Donc ça donne l'occasion de montrer plein de bêtises marrantes. Et donc la conclusion, la fin, c'est de dire que ben, même si sa maman peut avoir un regard sévère, elle a quand même son âme d'enfant et que surtout, bah, c'est pas les petites filles sages qui changent le monde. En gros, c'est un peu ça, si je veux résumer la morale de l'histoire. Donc là aussi pour les 3-6 ans. Et l'autre livre, c'est Va-t'en méchant ratétator. Et c'est l'histoire d'un petit lapin à qui n'arrive que des mésaventures désagréables, il tombe, on se moque de lui, il n'arrive pas à jouer au foot, enfin bref. Toute une journée très très difficile où il a l'impression d'être nul et qu'il a une voix dans sa tête qui lui dit: Ah non mais t'es vraiment nul, t'as encore raté ta tort. Jusqu'au moment où il rencontre un petit hibou qui lui dit: Mais finalement, ce raté-tator, c'est pas toi, c'est un gros monstre qui s'appelle Raté-tator. Il y a un autre gentil monstre qui s'appelle Vas-y, t'es trop fort. Et celui-là, il peut parler à ton oreille, il peut te raconter autre chose. Voilà. Ça a l'air très cucu comme ça, mais en fait, ça part d'un constat que j'ai vu en bilan de compétences où les femmes me disaient toutes: J'ai une petite voix dans ma tête qui me dit: T'es trop nul, n'essaye pas, ta 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 ta. Et souvent, quand je leur disais: Mais cette voix, c'est pas vous, donnez-lui un nom. Ça peut être la fée Carabosse, n'importe quoi. Et souvent, je disais: C'est quelqu'un qui parle. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre grand-père, un prof, ça peut être votre mère, votre père, enfin un ami. Et souvent, elle me disait: Mais oui, en fait, c'est vrai, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et le fait de mettre cette voix à distance, ça paraît tout bête, mais vraiment, on peut après lui dire: Écoute, oui, petite voix, oui, fais Carabosse, je sais que tu vas me dire que je sais pas, mais tu peux t'en aller, c'est bon, moi je sais que je vais y arriver. Voilà. C'est vraiment, ça peut paraître un peu bébête, mais c'est vraiment des choses que j'ai constatées et je me dis, plus on en parle tôt aux enfants et plus ils pourront se débarrasser de cette petite voix qui peut vraiment pénaliser une vie en fait. Mm. Et alors du coup, l'autre question qui me vient, c'est comment tu trouves le temps d'écrire autant de livres en travaillant? Parce que là, aujourd'hui, tu es en poste, tu travailles Oui. aussi. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que quand j'étais au chômage, j'étais tellement effondrée et je m'étais dit: je vais avoir tout le temps pour écrire un livre, sauf qu'on n'a pas l'espace mental quand on est au chômage. En tout cas, quand ça se passe pas bien, moi, j'avais pas l'espace mental. Déjà, faire mon lit, c'était déjà une grande chose, une grande réalisation. Donc, j'ai l'impression que moi, moins j'ai de temps et plus je suis efficace, en fait. Et c'est surtout qu'en fait, bon, la chose moins drôle, c'est que en un an, j'ai eu 2 cancers du sein. J'en ai eu un au sein droit, donc j'ai été opérée, j'ai subi de la radiothérapie et 4 mois après, on m'a découvert un cancer à l'autre sein. J'ai perdu la même année ma maman, donc voilà, ça a été une année vraiment terrible. Et dans cet enfer que j'ai vécu, je me suis dit, bah déjà, je me suis dit que mon temps était compté. En fait, c'est tout bête, mais je me suis dit, si demain je m'en vais, bah, j'aurais pas écrit de livre parce que j'aurais eu peur qu'on me dise non. J'aurais pas fait ci et parce que j'aurais peur que si j'ai pas de succès, parce que ça se trouve, je vais pas savoir, ça se trouve, ce que je vais écrire est nul. Mais en fait, t'as pas le temps. Donc je me suis dit déjà que tu n'as pas le temps et tous ces trucs que dans des tiroirs, fais-le. Et aussi, j'avais besoin d'avoir ben, un truc qui me fasse lever le matin, qui me sorte de ce tunnel d'hôpitaux, de morts, de fin de vie. Enfin voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé un des livres Sacré Maman, c'est que j'avais envie de. Ma maman était en fin de vie et j'avais envie de retrouver son esprit tellement joyeux, taquin, à travers cette petite fille. Et Rattatator, bah, c'était un projet que j'avais dans mes tiroirs et je me suis dit, bah, faisons-le en même temps. Et le livre sur la carrière des femmes, en fait, je suis vraiment repartie de la méthode que j'avais auprès des femmes. J'avais énormément de matière sur mon blog. Enfin, vraiment, finalement, j'ai beaucoup concentré de choses que j'avais éparses à droite à gauche. J'avais 500 billets de blog. J'écris depuis 2011, dans tous les sens, tous les jours. Donc finalement, la matière était là. C'était plus comme on la met en forme. Mais j'ai vraiment été dans une espèce de transe où j'écrivais euh, dans une espèce de transe. Alors évidemment, j'ai pas écrit le Goncourt, mais c'était d'une facilité assez incroyable que j'aurais peut-être plus aujourd'hui parce que j'ai senti une espèce d'urgence de me dire si je le fais pas maintenant, c'est mort. Donc voilà. Et aujourd'hui, quel poste tu occupes? Alors aujourd'hui, je suis chef de bureau du développement des compétences au département de la Seine-Saint-Denis.
Donc en gros, bah, j'encadre une équipe de 9 personnes. On pilote un gros appel à projet de 4 millions d'euros qui s'appelle Seine-Saint-Denis Compétences. Et en gros, on propose une centaine de formations à destination des allocataires du RSA. Donc c'est des formations qui sont gratuites, qui sont prises en charge par le département. Donc c'est des formations vers les métiers en tension, mais aussi des formations qui permettent de remettre le pied à l'étrier, de remobiliser les gens, d'aider à définir son projet professionnel, à reprendre confiance en soi. Et donc, ça nous permet d'offrir à 2200 allocataires du RSA ces formations. Donc, nous, on pilote ce gros appel à projet. Là, on est en train d'instruire celui de 2026-2027. Là, on a reçu 180 projets qu'on est en train d'étudier pour pouvoir en retenir un certain nombre pour l'année prochaine. Donc, c'est hyper gratifiant parce que là, pour le coup, tu vois, je suis pas en direct avec les allocataires. Donc on pourrait se dire, ah, ça n'a pas de sens. Ben, moi, ça a d'autant plus de sens parce que je sais les moyens que je vais donner à ces personnes, je les rencontre parfois, et je sais que l'argent qu'on met sur la table, il va servir directement à changer la vie de ces gens. Et quand on les rencontre, ils nous le disent, on nous disent, vraiment, vous avez changé notre vie. Donc même si je suis pas en contact direct avec eux, je sais que nous, ce qu'on met en place avec mon équipe, ça va changer indirectement la vie de ces gens, même si on fait beaucoup de suivi de tableaux, de coûts, de bilans, de choses comme ça. On pourrait se dire, ah là là, c'est inintéressant. Bah, je trouve vachement plus de sens là-dedans que d'être peut-être plus près du terrain au jour le jour sans pour autant avoir forcément les moyens d'aider ces publics. Et j'ai de la chance parce que vraiment, ce département investit énormément sur les allocataires du RSA. Moi, je suis arrivée au moment où ils ont doublé les crédits sur l'insertion des personnes au RSA. Donc, vraiment, je suis arrivée à un moment clé où là, comme je te dis, un appel à projet de 4 millions d'euros, c'est une force de frappe incroyable, en fait. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé du sens là-dedans. J'ai découvert la fonction publique. J'ai un grand attachement pour la fonction publique. Là, pour le coup, on parle de sens. Tous les gens avec qui je travaille, on est là pour une bonne raison. En fait, il n'y a pas de hasard quand on travaille dans la fonction publique. Et vraiment, je me sens complètement à ma place, comme quoi à 52 ans, on peut encore trouver sa place. C'est pas fini, hein, parce que je suis contractuelle, donc ça se trouve l'année prochaine, ça sera fini, on verra. Mais si ça tenait qu'à moi, je me sens très bien là où je suis aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il y a un prisme féministe dans le poste que tu as aujourd'hui? Parce que finalement, quand tu as travaillé avec Garance et moi, tu accompagnais des femmes. Après, l'école des codeuses, c'était aussi des femmes. Et là, aujourd'hui, c'est les allocataires du RSA. Donc finalement, le champ féministe, est-ce que tu le retrouves quelque part dans ce Oui, que tu fais? oui, bah forcément parce que bah, parmi les allocataires du RSA, on a bah, beaucoup de personnes pauvres, donc forcément des femmes, beaucoup de mamans solo, de familles monoparentales, de femmes aussi qui cumulent, on va dire, les difficultés. Donc ça, beaucoup de femmes racisées, de femmes qui peuvent être aussi en situation de handicap, de familles monoparentales. Donc tout ça, c'est des difficultés qui s'agrègent dans un territoire qui est stigmatisé, où la mobilité fait partie des freins qu'on appelle périphériques à l'emploi. Donc forcément, il y a une dimension féministe parce que bah, la plupart, on va dire la majorité des personnes aussi qui suivent nos formations sont des femmes. Donc forcément, on a ce prisme-là. Et nous, on a aussi tout un levier de déconstruction des stéréotypes. Notamment, on a des formations, par exemple, qui accompagnent les femmes vers les métiers du bâtiment, par exemple. C'est des formations de sensibilisation, c'est-à-dire des femmes qui n'auraient pas forcément pensé à ces métiers, qui font des découvertes métiers qu'on accompagne après vers des formations certifiantes. Pareil sur les métiers du numérique, par exemple. Des métiers auxquels n'auraient pas forcément pensé les femmes, bah, nous, on forme les femmes vers ces métiers-là. Et nous, on accompagne aussi les organismes de formation qu'on subventionne à déconstruire les stéréotypes, c'est-à-dire aller chercher des femmes là où on n'aurait pas pensé forcément aller les chercher. Comment on fait quand on communique sur des actions de formation, quand on voit passer par exemple des affiches ou par exemple sur des métiers de la construction, on met qu'une photo d'homme, bah là, notre rôle, c'est de leur dire attention, là, vous entretenez déjà un biais. Vous entretenez un biais sexiste. Bah voilà, c'est tout bête, mais mettez aussi une image de femme. Mettez un langage épicène quand vous vous adressez à des candidats. Enfin voilà, allez à des endroits où sont les femmes, en fait. Dans les épiceries solidaires, par exemple, on a une action qui se passe dans une épicerie solidaire. Parce qu'on sait que bah, on va trouver les femmes à ces endroits-là. Donc forcément, on étudie tout au prisme du genre. On finance des actions de mobilité, par exemple, et de mobilité douce.
Par exemple, on apprend à des femmes à se déplacer à vélo. Ça peut paraître tout bête et infantilisant, pas du tout en fait. Être une femme qui se déplace dans l'espace public, c'est compliqué, mais encore plus à vélo en fait, parce que il y a un sentiment d'insécurité, on est plus la cible de harcèlement. Donc en fait, on a le prisme du genre dans toutes nos actions, en fait, comme un fil rouge. Et au sein du département, on est vraiment engagé sur ces thématiques. On a l'Observatoire des violences faites aux femmes qui est piloté par Ernestine René. Enfin, vraiment, moi, je suis très alignée justement où je suis aujourd'hui avec les valeurs parce que c'est pas juste du vernis féministe, en fait. Ça fait partie de l'ADN du département. Donc, ça irrigue vraiment chaque service, chaque bureau, chaque action. On se pose ces questions-là. Mmh. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais écrit 500 billets de blog, que tu écrivais tous les jours. C'est une pratique que tu as, qui est toujours régulière, le fait de pouvoir écrire autant que ça? Non, j'ai arrêté parce en fait, personne ne lit les blogs. Et puis c'est vrai que moi, j'écrivais très très long. Et en fait, maintenant, j'ai appris à écrire beaucoup plus court avec les réseaux sociaux, avec tout ça. En fait, je suis devenue beaucoup plus synthétique. Puis je pense que les gens n'ont plus envie de lire des articles fleuves. Donc j'avais tout arrêté. Puis je me suis dit, mince, ça me manque un petit peu. J'étais sur Twitter. Et puis quand c'est passé à X, j'ai plus trop aimé. Donc j'y suis, mais beaucoup moins. Et du coup, j'ai investi LinkedIn. Alors ça peut paraître un peu fou parce que tout le monde me dit, comment toi, tu peux aimer LinkedIn? C'est horrible, c'est l'enfer, c'est que des gens qui racontent du storytelling. Oui, et c'est pour ça que je pense que les femmes, elles ont leur place à prendre. Et je le vois, hein, dès qu'un billet dépasse les 50 likes, le nombre d'hommes qui viennent m'insulter, mais m'insulter, hein. Et je leur dis, mais vous savez que vous n'êtes pas sous pseudo et qu'il y a le nom de votre employeur quand vous me dites que je devrais fermer ma gueule, texto, ou que je suis une féministe aigrie et qu'on voit bien que je suis malheureuse en amour et que je me marie jamais. Enfin, on m'a dit arrête tes conneries, enfin des trucs d'une violence extrême. On m'a accusé d'écrire avec ChatGPT, enfin voilà. Mais au-delà de 50 notifications, en fait, je désactive. Et j'ai plein de femmes qui m'ont écrit en me disant mais merci, mais bravo, parce que nous, on a posté un billet et puis on s'est tellement fait pourrir qu'on a arrêté à tout jamais. Et je me dis oui, oui, alors il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui se la pètent, il y a beaucoup de storytelling bidon et tout. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre d'autres voix. Et on a besoin de gens qui portent des sujets. Alors parfois on me dit mais quel rapport avec le travail? Je parle de mon cancer, je parle de mon âge, je parle de mon poids, et on me dit mais quel rapport avec le travail? Ben en fait, tout a rapport avec le travail en fait. Je pense que tout est politique. Et on peut pas être une personne au travail et une personne dans la vraie vie. En tout cas, moi je suis pas comme ça. Donc, alors parfois, oui, je fais du storytelling parce que je me dis, si ça peut rassurer des gens de se dire, oui, j'ai fait 2 ans de chômage, oui, j'ai fait un burn-out. Mais pour autant, c'est pareil, je ne parle pas de mon cancer en disant, je suis une warrior, j'ai un cancer, j'ai gagné, je suis une guerrière et faites pareil. Justement, j'avais fait un billet en disant, on n'est pas obligé d'être une warrior, on peut juste en avoir ras-le-bol en fait, on peut juste en avoir marre de se battre, on peut juste mourir d'un cancer et pour autant être une battante. Arrêtez avec ces étiquettes de battante en fait. Donc, j'essaie de porter des sujets qui peuvent paraître anecdotiques, mais qu'on n'entend pas sur LinkedIn, en fait. Et de porter la voix des femmes. Et d'ailleurs, parfois, je donne des conseils aux femmes. Ça énerve beaucoup les hommes qui me disent, ouais, pourquoi vous dites pas ça aux hommes? Moins les hommes. Et je leur dis, mais libre à vous d'appliquer ces conseils. Il n'y a pas de souci. Si vous les appliquez, allez-y. Mais ça déclenche des furies. Je me dis, mais on croirait que j'ai dit des trucs de dingo, en fait. Je soulève je réveille des hordes de haters qui n'attendent que ça pour me tomber dessus. Donc au bout de 25 notifications, quand ça dépasse les 25, je désactive. Parce que je sais que je vais attirer des gens qui ne lisent pas, qui ne me connaissent pas, qui balancent des trucs par effet de meute et j'arrête. Non, mais je continue. Du coup, j'ai programmé, j'ai deux à trois fois par semaine, j'ai des billets qui sont programmés, qui sont écrits à l'avance et qui sont postés comme ça. Comme Mmh. ça, j'assouvis ma soif d'écrire sans y passer trop de temps. Et puis voilà quoi. Ça me donne aussi un peu de visibilité parce que même quand on est en poste, il faut rester visible. Mmh. Et quand le livre, le guide là, va sortir, du coup, tu vas en faire la promotion, tu vas te déplacer partout en France pour aller dans les librairies faire des signatures. Comment est-ce que tu articules ça avec ton job en fait? Alors je sais pas trop parce qu'en fait pour le premier livre j'avais fait beaucoup de dédicaces. Et finalement, c'est pas un exercice qui est facile en fait. Parce que, bon, déjà, parfois, on embête les libraires en fait, hein. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, il y a un tel autrice qui va venir, ils savent pas trop quoi faire de vous. Moi, à la Fnac, ils m'avaient mise dans un coin en me disant, faut que vous appâtiez le chaland, donc il fallait que j'attrape les gens. Enfin bon,
J'ai pas aimé l'expérience. Il y a eu quelques personnes, mais disons que le salon du livre, c'était pareil. Les gens vous regardent pas, regardent le livre, prennent les bonbons, se barrent. Enfin, c'est particulier hein, comme expérience. On n'est pas payé pendant les dédicaces, hein, je le précise parce que là, ça commence juste à se faire savoir que justement les autrices jeunesse disent, ben, enfin moi, je vais pas poser une demi-journée pour vendre 2 livres et puis ne pas être payée en fait. On va être clair. Donc je sais pas si je vais faire beaucoup de dédicaces. En tout cas, moi, j'aimerais bien faire plutôt des événements. Par exemple, une conférence ou un événement où je réunis plein de gens pour faire, je sais pas, un peu de networking. Enfin, quelque chose qui soit un prétexte, pas que je me retrouve derrière une table à attendre que les gens viennent acheter mes livres. Donc je crois que mon éditeur, il a plus cette idée-là en tête de créer des événements, me faire venir sur des conférences, des choses où j'apporte quelque chose vraiment. Après, si je vends mon livre, c'est très bien, mais je suis pas là à aller vendre ma soupe pour vendre ma soupe. Je pense que là-dessus, avec mon éditeur, on est assez alignés. Donc moi, j'aimerais bien participer. Bah, pour mon premier livre, j'avais fait pas mal de promos, j'ai été sur des émissions justement. J'étais sur France Culture, sur France Inter, sur RTL pour parler des sujets de stéréotypes de genre et éducation. Ça, c'était passionnant. Là, pour le coup, oui, je vendais indirectement mon livre, mais c'était vraiment intéressant. Donc, comme je suis salariée aujourd'hui, c'est clair que je vais pas parcourir la France, prendre des jours entiers pour vendre des livres. Je préférerais faire des événements qui ont du sens. Et après, si les gens viennent écrire, et acheter le livre, tant mieux, en fait. Mais plutôt le faire dans ce sens-là. Mmh. Et justement, tu parlais des conférences. Est-ce que tu interviens dans les entreprises ou dans la fonction publique? Enfin, est-ce que tu as des endroits où tu interviens en tant que conférencière? Oui, alors j'interviens en tant que conférencière. Bah, récemment, je suis intervenue à la ville de Paris, donc toute une journée entière pour les réseaux de femmes. Donc le matin, c'était une conférence devant 250 personnes, hommes et femmes confondus. C'était sur la confiance en soi et réinventer sa carrière. Donc c'était vraiment mes sujets. Donc le matin conférence et l'après-midi, c'était des ateliers avec 20 femmes du réseau féminin de la mairie de Paris. Donc que j'ai accompagné pour réinventer leur carrière. Je suis intervenue chez TF1 aussi. Donc là, j'ai fait une conférence sur le syndrome de l'imposteur et une autre conférence sur les stéréotypes de genre dans l'éducation. Je suis intervenue chez L'Oréal, je suis intervenue chez PayPal, voilà, chez William Grant. J'interviens dans des grandes entreprises à côté de mon activité. Donc, bien sûr, ma direction est au courant et il y a tout à fait possibilité de cumuler les deux. Mais c'est ce que j'aime, c'est qu'en fait, j'ai trouvé ma place. Je pense que j'ai trouvé ma place en faisant plusieurs activités, en ayant cette activité d'autrice, de conférencière, la fonction publique. Je pense que j'ai longtemps voulu être complètement nourrie par mon travail, mais c'est pas possible. Le travail peut pas nous nourrir à 100%. Et donc, je m'ennuyais très vite et je papillonnais d'un job à un autre. Maintenant, je me dis de façon un peu plus raisonnable, le travail ne peut pas tout me donner. C'est clair que le travail ne peut pas cocher toutes les cases. Donc, comment je fais moi pour trouver des cases qui le cochent? Ben, en écrivant à côté mes livres, en donnant des conférences où là, je transmets des choses, je transmets aussi des choses avec l'écriture et dans mon travail au quotidien, voilà. Et ça, pour moi, c'est un équilibre parfait. Si je le pouvais, je ne toucherais à rien, en fait. Et comment parce que j'entends le côté avoir envie de faire plusieurs choses. Et en même temps, ton job aujourd'hui, il est à temps complet, j'imagine. Donc, il faut que tu aies du temps aussi, parce qu'une conférence, tu vas pas y aller les mains dans les poches en disant, même si c'est tes sujets, on a quand même besoin de préparer par rapport au public que tu as devant toi. Donc, comment tu organises tout ça en gardant aussi à l'idée bah, qu'il y a quand même une forme d'équilibre à trouver et pas se consumer dans tout ce qu'on a à faire dans la semaine, quoi. Bien sûr. Alors, quand c'est sur mes sujets, j'adore travailler. En fait, je peux travailler le soir, je peux travailler le week-end. Je sais pas, il y en a qui sont passionnés par le tennis, ou par le jardinage, ou par la couture, ou j'en sais rien. Et donc, c'est des activités qui les absorbent complètement. C'est ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire Mm. vraiment, bah, ce que c'est le fait d'être dans une activité, de pas voir le temps passer, de te sentir dans ta zone de compétence et que tout est facile, même si tu travailles beaucoup, c'est simple et t'as le vent dans ton dos. Et ça, ce flow, je l'ai quand je suis sur mes sujets. Donc oui, ça me prend du temps. J'ai travaillé, d'ailleurs, j'avais un peu sous-estimé le boulot que ça allait me représenter, parce que je m'étais dit, oh, c'est mes sujets, mais non, en fait, non, c'est pas si simple. Mais c'est des sujets qui m'habitent en fait, et du coup, je trouverai toujours le temps pour le faire. En même temps, le temps, je le trouve parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à scroller sans aucun intérêt. Donc je me dis, j'ose même pas imaginer et chiffrer ce temps que je passe à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc me dire, bah, ce temps investi bêtement, bah, je vais l'investir là-dedans. Et honnêtement, c'est transparent. Ma famille me connaît et sait que
c'est une source d'épanouissement pour moi et que c'est pas une aliénation et de me voir porter par ces sujets, ils me voient heureuse, donc il n'y a pas de souci avec ça, ils savent que c'est mon équilibre. Donc vraiment, ça serait un sujet qui me faisait pas vibrer, je le ferais pas. Là, c'est un grand plaisir pour moi de travailler sur ces sujets-là, donc je dirais pas que je le ferai gratuitement, pas question, mais pour autant, c'est ce qu'on appelle la zone de génie, la zone de flow, où vraiment quand j'y suis, je suis à ma juste place et je trouverai le temps qu'il faut, je saurai consacrer le temps qu'il faut pour le faire. Et justement, tu dis, il n'est pas question de le faire gratuitement. Et ce que je trouve aussi une remarque intéressante, parce que c'est aussi un biais qu'on a quand on est passionné par ce qu'on fait, de se dire, ça va me donner de la visibilité, ou bah, de toute façon, j'aime ça, donc je peux le faire gratuitement, etc. Et est-ce que ça a toujours été facile pour toi de dire, quand tu as commencé ton blog, par exemple, ou même plus tard, de dire, ben moi, en fait, je travaille pas gratuitement. Si on veut un papier de moi, si on veut ma présence quelque part, il faut me rémunérer, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des expériences, finalement? Ah, ça a mis du temps, ça a mis du temps parce que d'abord, on est très flatté qu'on pense à soi. Enfin, waouh, on a pensé à moi, c'est hyper gentil. On n'essaie même pas de savoir si c'est payé ou pas. Je pose même pas la question. Déjà, le fait d'avoir été choisi, c'était déjà un grand cadeau. Ça, c'était la première étape. Après, la deuxième étape, c'était de dire, je veux bien venir, mais est-ce que je peux parler de mon travail? Voilà. Et la troisième étape, c'était de me dire, bah maintenant, mais ça a mis du temps, ça a mis 10 ans. Me dire, finalement, mon expertise, elle a un coût, en fait. Et j'ai commencé à demander, à arriver à demander, est-ce que vous avez un budget prévu pour ça? Et en général, les gens ne s'attendent pas à ça parce qu'ils me disent, mais vous aurez de la visibilité. Mais je leur dis, mais en fait, la visibilité ne paye pas le loyer. Donc j'ai osé dire, écoutez, ça fait 10 ans que j'écris sur le sujet. Si vous voulez quelqu'un qui ne soit pas payé, allez chercher un junior, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je ne rentre pas dans votre budget. Parfois, ça casse. Les gens me disent, on est très vexés. Voilà. On m'avait contacté pour un grand congrès de psychiatres au Palais des Congrès avec une entrée à 150 euros, machin, où je devais parler santé mentale et genre de façon non rémunérée. Donc, autant dire que j'ai dit non. Et maintenant, j'apprends à dire non, à dire très calmement, est-ce que vous avez une idée du budget? Et là, en général, les gens se figent. L'autre fois, c'était une grande ONG, hein, pas une petite, qui voulait que je fasse l'organisation d'un événement, les relations presse, les réseaux sociaux. Et quand j'ai demandé à ces gens, est-ce que vous avez une idée du budget? Ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas. Je leur ai demandé à ces trois personnes autour de la table s'ils étaient salariés. Ils m'ont dit oui. Et là, comme par hasard, ils ont trouvé de l'argent. Euh, il n'y a pas que la question de la rémunération. Ça, c'est un vrai sujet. Là, ça fait 2 fois qu'on veut m'inviter à une interview. Donc, une première fois, c'était sur une grande radio publique qui faisait une émission sur les stéréotypes de genre et l'éducation. Il m'appelle, oui, on a vu ce que vous avez écrit sur le sujet et tout, donc mon livre était sorti. On aimerait bien que vous interveniez, donc il me pose les questions, mais donc je lui dis oui, et donc du coup, par rapport au livre que j'ai écrit, ils m'ont dit non, 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 vous donnez votre avis de maman, vous ne pouvez pas votre avis d'autrice ou d'experte. Donc je lui ai dit, ben non, là ça fait 10 ans que j'écris sur le sujet, je viens de sortir un livre, j'interviens en tant qu'experte ou pas. Et ils m'ont dit non, on veut une maman. Donc ça s'est arrêté là. Et le mois dernier, j'ai été contactée par un grand média des femmes de plus de 50 ans qui m'écrit en me disant, on aimerait bien que vous fassiez une rubrique sur les femmes à la retraite, comme vous avez plus de 50 ans. Donc je leur ai dit, oui, j'ai plus de 50 ans, mais pour autant, je n'ai aucune expertise sur les femmes à la retraite. Donc déjà, ça commençait bien. Et ils m'ont dit, bon, bah, c'est pas grave, on va vous interviewer pour notre rubrique sur le déclic. Les gens qui ont eu un déclic dans leur vie. Donc, je passe 30 minutes avec la journaliste au téléphone, qui me demande des infos sur ma reconversion, que j'explique et tout. Et je dis à un moment donné, bah, justement, bah, c'est ce que j'explique dans mon livre. Et elle me coupe en me disant, ah non, 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 nous, on fait pas de pub. Je dis, bah, écoutez, vous êtes quand même un média qui est sponsorisé par une assurance. Cette rubrique est elle-même sponsorisée. Donc, je ne suis pas là pour faire ma pub, mais quand même, vous ne pensez pas que je vais me déplacer, parce qu'il fallait se déplacer, prendre ma demi-journée, faire une interview filmée que je vais bien sûr préparer ou je vais stresser, pour ne pas dire un mot de mon livre. Et elle me dit, pareil, elle me dit, non, mais nous, on cherche juste une femme inspirante. Donc en gros, elle cherchait un témoin. Et du coup, bon, ça sera l'objet d'un prochain billet LinkedIn, mais l'idée de te dire que dans les médias au global, les femmes, elles sont interviewées beaucoup plus en tant que témoins qu'expertes, en fait. Il y a un biais, c'est comme ça, encore plus pendant le Covid, on tendait le micro aux femmes pour dire, ah, c'est dur hein, de rester à la maison avec les enfants. Et donc je me dis, moi, alors si je le fais pas que pour moi, je le fais pour les autres femmes, je ne veux plus être interviewée en tant que témoin, en tant que maman. Et je disais aux journalistes, mais est-ce que quand vous appelez un homme, un expert qui a écrit un livre, vous lui dites, ah non, non, mais vous parlez en tant que papa?
vous diriez pas ce genre de choses en fait. Est-ce que vous diriez à un homme que vous allez faire venir dans votre studio, filmer pendant la journée, non, non, vous parlez en tant qu'homme inspirant et pas en tant qu'auteur? Non, en fait. Donc maintenant, je refuse et je dis, bah écoutez, je vends pas ma soupe à tout prix, mais il faut arrêter quoi. Et donc là, elle m'avait dit, pour la grande radio, j'ai dit non. Pour le grand média en ligne, elle m'a dit, on vous rappellera, et elle m'a dit, finalement, on a préféré quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est une femme qui disait, mon mari est parti avec un homme. Voilà. Donc le truc pas du tout racoleur. Et je me suis dit, mais heureusement, en fait, j'aurais été dans une espèce de rubrique fourre-tout de elle s'est reconvertie, mon mari est parti avec un homme. Enfin bref. Donc voilà, c'est un message important vis-à-vis des femmes. Toute visibilité n'est pas bonne à prendre, en fait. Il faut aussi savoir dire qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans l'histoire, en fait. Parce que le média, il sait très bien ce qu'il a à gagner derrière, hein. Mais moi, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à gagner? Aller monter juste. Moi, je suis pas là juste pour montrer ma tête, en fait. Je suis désolée. C'est soit on parle de mes sujets, accessoirement de mon livre si je me déplace, soit si c'est pour jouer Madame Michu, qui dit oh là là, ouin ouin, c'est dur de trouver du travail, ouin ouin, c'est dur d'élever ses enfants. Ben non, en fait. C'est marrant, alors évidemment c'est ironique ce que je dis, de voir qu'il y a toujours une décorrélation quand on parle des femmes entre leurs capacités intellectuelles et qui elles sont en tant qu'être humain. Donc on est complètement essentialisé en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, etc. Et notre notre activité intellectuelle, c'est un peu le truc à côté, dont on parle éventuellement dans le travail, mais dont on va pas parler dans un média, par exemple. Alors Exactement. qu'effectivement, les hommes arrivent en étant entiers, c'est-à-dire ils sont des hommes avec leur production intellectuelle quand ils en ont, leur métier, etc. Et alors que nous, on est toujours d'un côté une espèce, et de l'autre côté, potentiellement, on peut écrire des livres, mais il faudrait surtout pas que les deux se rencontrent dans les médias, en fait. Exactement, exactement. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on est sur un plateau en tant que femme, bah déjà, on est beaucoup plus jugé physiquement. De se dire, ah, elle a trop de rouge à lèvres. Enfin, c'était drôle parce que c'était mon beau-père. Une fois, j'avais fait une télé, j'étais hyper contente. Il m'a dit, ton rouge à lèvres était trop rouge. Je me suis dit, mais merde, alors c'est pas possible, c'est ça qu'on regarde. Et en fait, t'as raison. C'est-à-dire qu'on arrive avec notre casquette aussi de mère, de femme, d'épouse. Et puis, s'il nous reste 5 minutes, on peut parler éventuellement de notre bouquin. Et alors que les hommes, en fait, ils sont là en tant qu'experts, et alors ils sont ce que j'appelle des toutologues. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez les voir parler d'écologie, le lendemain de fast-food, le jour d'après de fast fashion, ensuite de guerre, de conflit israélo-palestinien. Enfin voilà, les gars sont sur tous les plateaux en parlant de tout n'importe quoi, et ils se posent pas la question de se dire, est-ce que je suis experte? Et moi, quand j'étais journaliste, justement, je voulais des interviews de femmes expertes et à chaque fois, elle me disait, c'est pas complètement mon sujet. Je leur dis, mais vous n'avez pas besoin de maîtriser 100% du sujet. Non, 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 mais je suis pas légitime, c'est pas 100% mon sujet. Alors que les hommes, je les appelais sur n'importe quel sujet, ils étaient experts de tout, ils se posaient pas la question en fait. C'était des toutologues, vraiment. Il y avait une autre question sur laquelle je voulais revenir. C'était tout à l'heure, tu disais que au moment où tu as fait ton burn-out, tu avais une pensée féministe, mais c'était pas encore quelque chose que tu avais forcément verbalisé comme ça, en disant bah, je suis féministe et je vais écrire sur le féminisme, etc. Et est-ce que cette prise de conscience féministe, elle s'est faite petit à petit, ou est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait où tu t'es dit bah, en fait là, c'est pas possible, il y a quand même des trucs que j'ai envie de dire sur le sujet? Alors ça s'est fait progressivement parce que je me souviens très bien que là où je bossais, on avait une campagne de pub pour des produits anti-cellulite où on voyait une cuisse de femme avec des épingles à linge qui pinçait les cuisses pour qu'on voit la cellulite. Et je me souviens qu'on avait reçu des lettres des chiennes de garde et je les lisais en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces hystériques en fait? Elles n'ont pas compris que c'est une métaphore pour te dire d'où je partais. Et je me suis dit, mais il faut vraiment être neuneux pour pas comprendre que c'est une métaphore et que toutes les femmes font ça, toutes les femmes se pincent la cuisse. Voilà. Donc je partais de très très loin. Et en fait, je pense que le fait d'avoir été déléguée du personnel et de voir que bah, les femmes cumulaient justement les difficultés au travail, le fait de me retrouver à la maison, en fait, quand j'ai fait mon burn-out et de me retrouver femme au foyer, avec ce regard un peu condescendant de ah ouais, mais tu travailles pas, mais ah ouais, mais t'es à la maison, et de me sentir inutile, je me suis dit ouais, et si j'avais fait le choix, moi, de m'arrêter, en fait, ça aurait été quoi le problème, en fait? Parce que pour le coup, c'était un peu un choix subi, mais quand même un choix de me dire pendant 2 ans, je veux écrire. Et c'est vraiment là où je me suis dit, c'est pas pareil, c'est-à-dire que si mon mari a été au chômage, il n'y avait pas ce regard de toute façon, toi, t'es à la maison.
Donc c'est bon, tu t'occupes des enfants, à la limite, tu pourrais ne pas reprendre, c'est pas très grave. Enfin, et je me suis dit, mais non. Et il y a aussi un déclic féministe, c'est quand j'ai eu mes enfants, mon fils en fait, il y a 20 ans, où vraiment, je pensais par exemple pouvoir allaiter et ça n'a pas marché. On m'a mis une pression d'enfer pour que j'allaite. Et tout le monde se permettait de me dire, vas-y, allaite, c'est bon pour le bébé, fais ci, fais ça. En fait, tout le monde avait un avis sur ce que je devais faire. Et je me suis sentie complètement dépossédée de mon corps, de mon éducation. Et ça a été un super gros choc. Je n'existais, alors avant, j'existais que avec mon ventre quand j'étais enceinte. Et puis une fois que le bébé était là, il n'existait que là. Enfin, j'existais qu'à travers lui. Moi, j'ai été un réceptacle. Et chacun avait son mot à dire. Et c'est aussi là où je me suis dit, mais c'est ultra violent. C'est pas ce qu'on m'avait vendu, en fait. Le congé parental, c'est quand même sympa, mais c'est quand même une grosse arnaque dans la carrière des femmes. Voilà. Et c'est là où j'ai un peu ouvert les yeux par ce prisme-là de la maternité, en me disant, mais c'est des trucs qu'on m'avait pas vraiment expliqué tout ça. Et c'est par ce prisme de la maternité que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des grosses inégalités que j'avais pas forcément dans le viseur à l'époque. Hmm, ok. Du coup, on arrive tranquillement à la fin de cet entretien et je vais te poser donc la question que je pose aussi à toutes mes invitées et qui est, et si c'était à refaire? Que je te laisse interpréter comme tu l'entends. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais plus confiance en moi en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, même si là aujourd'hui je suis bien. Je repense à la collégienne que j'étais, mais complètement boursouflée de manque de confiance en elle, complètement paralysée maladivement de timidité. Et je me dis, c'est dommage d'avoir attendu 50 ans pour me dire, bah, finalement, je suis à ma juste place. Finalement, je le vaux bien, pour reprendre un slogan. Je suis capable et la terre ne va pas s'écrouler sous mes pieds si ça ne le fait pas, en fait. C'est le seul truc que je regrette. Les études, tout ça, c'est pas grave. J'ai pas fait d'études, mais on peut toujours se rattraper. Mais la confiance en soi, c'est ce que j'essaye, moi, d'inculquer à mes enfants. Et du coup, dans le livre Raté ta tort, c'est que c'est un tellement beau cadeau qu'on peut avoir dans la vie, la confiance en soi, c'est tellement important. J'ai l'impression de raconter des banalités, mais vraiment, si c'est quelque chose était à refaire, c'est essayer d'avoir davantage confiance. Après, c'est le fruit d'une éducation, d'une société et tout le reste, mais si c'était à refaire, je sais pas, je me ferais coacher, j'en sais rien, j'oserais plutôt des choses, et voilà, si c'était à refaire, ça serait ça. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup du coup pour ton Merci temps à et toi. pour cet échange que j'ai adoré et j'espère que les auditrices, parce que c'est quand même une majorité de femmes qui écoutent le podcast et les auditeurs aussi, aimeront aussi écouter, je l'espère. Merci beaucoup pour ton temps, Sophie. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!